Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Il était l'une des principales cibles de l'armée française depuis le lancement de son opération au Mali. La France annonce avoir tué le djihadiste Abdelkrim Al-Targhi qui avait revendiqué l'assassinat de nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Nous serons en direct dans un instant avec Laurence Lacour, vice-présidente de l'association des amis de Ghislaine Dupont. La sécurité règne au Burundi, les élections se dérouleront dans la paix. Ce sont les mots du président Nkurunziza qui a annoncé un report de 10 jours des communales, mais rien sur la présidentielle. Les manifestations se sont poursuivies. Aujourd'hui, la police a repris le contrôle d'un quartier contestataire à coups de Kalachnikov. Il n'y aura pas de limitation à 2 mandats en Afrique de l'Ouest, pas pour l'instant. En tous les cas, la CEDEAO, réunie en sommet, a rejeté cette proposition en raison notamment du refus de la Gambie et du Togo. On va en parler avec notre invité, l'opposant togolais Alberto Olympio, décrit comme le jeune loup de la politique togolaise. Depuis plusieurs mois, l'armée française multiplie les opérations contre les djihadistes dans le Sahel et elle annonce aujourd'hui avoir tué 4 terroristes de grande envergure au Mali, dont 2 principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'Ansar Eddine. Parmi eux, Abdelkrim Al-Targhi, Abdelkrim le Touareg, qui avait revendiqué l'assassinat de nos 2 collègues de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, enlevés à Kidal puis assassinés le 2 novembre 2013. Nous sommes en ligne avec Laurence Lacour, vice-présidente et porte-parole de l'association Les Amis de Ghislaine Dupont. Merci d'être en direct avec nous. Alors, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la mort de celui qui a commandité l'assassinat de Ghislaine et Claude ? Bonsoir et merci pour votre invitation. Et bien évidemment, nous, les proches, les amis, nous avons été soulagés d'apprendre que cet individu ne pourra plus nuire à quiconque, d'abord, et puis aussi au regret d'une certaine manière, parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'un jour, les commanditaires comme celui-ci, les exécutants comme d'autres qui ne nous sont pas connus, soient arrêtés et puissent tout simplement expliquer les mobiles, les circonstances de ce double assassinat. Voilà, c'est ça que nous souhaitons. Et autant cette neutralisation est un soulagement du point de vue militaire, du point de vue guerrier, si je puis dire, autant sur le plan judiciaire, eh bien pour nous, c'est une pièce du puzzle en moins. Justement, à propos de cette enquête judiciaire, l'objectif de votre association, l'un des objectifs, c'est de pousser la justice à faire la lumière sur cette affaire. Où en est l'enquête qui a été ouverte en France ? Alors, bien sûr que nous souhaitons faire pression, nous ne nous en cachons pas, en tout cas maintenir notre voix, et par là la voix de nos amis disparus, sur le système judiciaire et policier. Vous savez, le juge Trévidic, qui est à l'heure actuelle pour quelques mois encore en charge de l'instruction, est dépendant de ce qui se passe au Mali, ce qui est tout à fait normal. Le Mali est un pays souverain avec son propre système judiciaire et policier. Donc, entre le fait que Kidal ait été longtemps, et est sans doute encore une zone de non-droit, inaccessible, le fait que les procédures maliennes ont leur propre logique, leur propre cours, et le fait que nous sommes en France, avec peut-être plus de moyens, peut-être plus de compétences parfois en police technique et scientifique, nous ne sommes quand même que le 3e maillon de cette chaîne. Donc il faut être lucide, autant on peut faire en France des analyses de puces de téléphone, des analyses de balistique concernant les angles de tir, les circonstances du décès, autant tout interrogatoire d'une personne ayant été témoin ou ayant été dépositaire de confidence de la part des exécutants, ça c'est inaccessible. Donc tout juge qualifié que le juge Trévidic soit, eh bien tant qu'il ne pourra pas accéder à ces gens-là, il ne pourra pas faire grand-chose. Et donc l'enquête stagnera. Merci beaucoup pour ce témoignage, Laurence Lacour. Vous avez évoqué à l'instant la situation de Kidal, dans l'extrême nord du Mali, là où Ghislaine Dupont avait été enlevé puis assassiné. Eh bien, il y a une manifestation aujourd'hui dans cette localité, manifestation contre l'ONU, la MINUSMA, jugée par ses habitants qui défilent comme non neutres et trop proches de Bamako. Alors qu'aujourd'hui, à Bamako, la capitale, l'ONU a été la cible d'une attaque contre la résidence de ces militaires, une attaque qui a fait au moins un blessé. Il s'agirait d'un acte terroriste selon un enquêteur interrogé par l'AFP.
Une cérémonie de deuil improvisée dans l'est du Congo, à Goma, la capitale du Nord Kivu. Cérémonie à l'initiative de l'opposition et de la société civile en hommage aux victimes des massacres récurrents dans la région de Beni, près de l'Ouganda. 350 personnes ont péri. De nouvelles attaques à l'arme blanche ont fait au moins 33 morts ces derniers jours. Tout cela sous le nez des militaires congolais et de l'ONU. La MONUSCO patrouille dans cette zone mais ne parvient pas à endiguer cette vague de tueries attribuée aux rebelles ougandais des ADF Nalu. Et on en vient à la situation au Burundi. L'annonce d'un report de 10 jours des élections législatives et municipales n'a pas calmé les esprits. C'est le scrutin présidentiel fin juin qui pose problème avec l'éventuelle candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat. Reportage de notre envoyé spécial Thaïs Brook dans le quartier de Moussaga, l'un des épicentres de la contestation. Cet homme prie pour que la paix revienne au Burundi. Rapidement, d'autres habitants du quartier le rejoignent. Mais leurs prières n'ont pas été entendues. À quelques centaines de mètres, des coups de feu résonnent. La police vient de donner l'assaut contre les manifestants, armés, eux, de pierres et de bouteilles en verre. Ils tirent les balles réelles, alors que les manifestants sont les mains vides. Jets de pierres et de bouteilles contre balles réelles et gaz lacrymogènes. Manifestants et policiers jouent au chat et à la souris. La majorité des coups de feu sont tirés en l'air, mais parfois aussi à hauteur d'homme. Ce manifestant vient d'être blessé à la cheville. On ne sait pas si c'est une balle qui l'a touché. Nous demandons à ce que les policiers déguerpissent afin que l'armée prenne la question en main. Sinon, nous allons nous venger. On n'a pas des armes, mais nous allons utiliser les moyens qui nous permettent de chasser ces policiers. Vous entendez, mais maintenant, ils sont en train de tirer aux gens. C'est grave, c'est grave. Mais nous allons manifester jusqu'à ce que le président au pouvoir renonce au 3e mandat. Les manifestants finissent par être autorisés à rejoindre l'avenue principale. Ici, le report des élections générales n'a pas apaisé les esprits et les manifestants restent plus déterminés que jamais. Il est soupçonné de vouloir changer la Constitution dans le but de se maintenir au pouvoir après 2016. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis près de 30 ans, a entamé ce mercredi à Brazzaville des consultations tous azimuts sur la vie de la nation et de l'État. Le pouvoir entretient le flou sur le contenu exact de ce dialogue. L'opposition y voit de son côté une manœuvre pour permettre au chef de l'État de briguer un nouveau mandat. Écoutez. On ne peut pas partir assister à une mascarade. C'est tout ça qu'on a voulu appeler d'abord dialogue. Comme ça n'a pas marché, on va dire que c'est une concertation. Vous verrez que si demain ça ne marche pas, on dira allons-y à une palabre. Alors on ne va pas se palabrer tous les jours. Je crois que le président de la République, en convoquant en quelque sorte ces concertations, veut mettre sur la table toutes les questions qui concernent la nation. Vous avez vu que dans ce communiqué, il n'est pas dit que nous allons discuter du changement de la Constitution. Il est dit que nous allons discuter des questions d'État et de la nation. Tentative de dialogue en Guinée également. Une rencontre a eu lieu entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition. L'opposition qui souhaite une inversion du calendrier électoral, que les élections locales aient lieu avant la présidentielle, prévue au mois d'octobre. Mais pour l'instant, pas encore de sortie de crise en vue. Écoutez, Cellou d'Alain Diallo. Dans l'intérêt de la démocratie à la base, de la paix et de la cohésion sociale, il serait bon de faire l'effort de trouver une solution permettant d'organiser ces élections communales. Comme il n'a pas réagi à mes propositions et il a promis de le faire plus tard, nous attendons que le président, nous attendons ses propositions de sortie de crise. Et toute cette agitation politique sur le continent préoccupe la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains ont pourtant rejeté une proposition qui visait à limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels dans cette région, à la suite du refus de la Gambie et du Togo, où le président Faure Gnassingbé vient de rempiler pour un nouveau mandat. On en parle tout de suite avec notre invité, l'opposant togolais Alberto Olympio. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le président du parti des Togolais. Alors je précise que vous n'avez pas participé à la présidentielle donc qui s'est achevée, qui s'est tenue le mois dernier. Tout d'abord, comment vous avez réagi en suivant ces débats au sein de la CEDEAO et finalement que votre pays, vos dirigeants, aient rejeté cette proposition? On ne peut pas être plus clair. Ça veut dire que M. Gnassingbé veut s'éterniser au pouvoir. Ça veut dire qu'on ne va pas faire les réformes et signer pourtant depuis 2006. Et donc, nous devons prendre acte et nous réinventer dans l'opposition
pour sortir des sentiers battus, pour trouver des solutions, pour pouvoir amener, faire pression à M. Gnassingbé pour qu'il accepte qu'on fasse les réformes au Togo. Est-ce que vous précisez justement que le président Faure Gnassingbé a récemment modifié la Constitution pour qu'il y ait un nombre illimité de mandats finalement. Mais la position du pouvoir, c'est qu'il y a des élections et donc si la population n'est pas contente, elle n'a qu'à sanctionner celui qui est au pouvoir. Et ce n'est pas ce qui a été fait puisque Faure Gnassingbé a été réélu au Togo. À quoi vous attribuez cette victoire du parti au pouvoir et cette défaite de l'opposition? Le jour où l'opposition a eu la mauvaise idée de signer un consensus pour les élections, alors que tout le monde sait que le fichier électoral était bourré d'électeurs fictifs, eh bien, ils ont scellé le sort du Togo pour encore 5 ans. Donc vous contestez toujours, c'est cette position de Jean-Pierre Favre notamment qui s'est présenté à ce scrutin face à Faure Gnassingbé. Ce qui s'est passé était prévisible. Nous n'avons pas les réformes, nous n'avons pas l'audit du fichier, donc pas de transparence. Dans les mêmes conditions qu'on avait en 2010, eh bien, les résultats sont les mêmes causes produisent les mêmes effets. En tout cas, moi, je ne suis pas surpris. Le jour où on a accepté d'aller aux élections dans ces conditions, on a offert le Togo pour encore un mandat à M. Gnassingbé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi finalement les dissensions au sein de l'opposition, des différents partis, des différents courants, tant que ça tiraille finalement et qu'on n'arrive pas à se présenter unis face au pouvoir en place, est-ce que finalement ce n'était pas prévisible une défaite de l'opposition? Ce n'est pas que le fait qu'on soit à rang dispersé qui fait qu'on ait perdu. On a perdu parce qu'il n'y avait pas de transparence totale. Le fichier électoral n'était pas bon. On a perdu parce qu'on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de nos combats. On avait dit pas de réforme, pas d'élection, et puis à un moment donné, on laisse tomber. Il faut avoir le courage de conviction. C'est ça qui nous a manqué cette fois-ci. Alors c'est comme ça qu'on vous décrit souvent. Est-ce que vous voulez être le futur leader de l'opposition togolaise, prendre la place en quelque sorte de Jean-Pierre Favre? Je ne veux pas être le leader de l'opposition. Je veux être le président de la République. C'est deux choses différentes. Mon ambition, ce n'est pas être le chef de file de l'opposition, c'est de travailler pour mon pays. Et pour cela, il faut amener l'alternance au Togo. Et je m'y travaille dès aujourd'hui. 2020 se prépare dès aujourd'hui. Vous dites régulièrement qu'il faut changer le mode de fonctionnement, y compris de l'opposition, y compris des opposants. Mais comment il faut travailler différemment finalement au sein de l'opposition? Qu'est-ce qu'il faut changer pour parvenir peut-être un jour à être au pouvoir? D'abord, il faut reconnaître nos erreurs, apprendre de nos expériences passées, pour voir ce qui ne va pas, et puis réfléchir. Vous savez, on a dit que le Togo est dans la nuit noire. Mais ce n'est que dans la nuit noire que les étoiles brillent. Donc nous devons être brillants pour pouvoir nous réinventer et sortir de l'opposition de ces méthodes qui ne marchent pas. En tout cas, moi, je vais y travailler avec l'aide de tous les Togolais. Il faut que nous nous rassemblions sérieusement pour créer une opposition forte, non pas que de contestation, mais de proposition. Une vraie opposition qui soit vraiment un véritable contre-pouvoir. Merci beaucoup Alberto Limpe d'être venu dans ce journal de l'Afrique. On parlait de cette réunion de la CEDEAO qui a par ailleurs élu un nouveau président. C'est Macky Sall, le chef de l'État sénégalais, qui remplace son homologue ghanéen. Macky Sall élu donc à la présidence tournante de l'institution. Macky Sall qui depuis est de retour à Dakar où il a accueilli aujourd'hui le roi du Maroc Mohamed VI qui entame une nouvelle tournée africaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.